Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Dans cet épisode, on écoute Émilie qui parle de ses engagements. Elle s'exprime sur son implication associative qui l'a accompagnée dans ses études et qui a ensuite évolué vers des engagements pour la radio, le son et le journalisme. Être engagée, c'est quelque chose d'assez important pour moi et dont j'ai pris conscience assez tard, notamment en rentrant à l'université. J'étais en fac de physique, plus précisément en fac de physique, géosciences et mécanique. Et à cette époque-là, donc à la suite d'un bac scientifique, dans un lycée de montagne, dans un environnement très sécurisé, où j'avais jamais vu de misère, de choses comme ça, de gens qui mendiaient dans la rue ou de personnes qui demandaient à ce qu'on leur achète un paquet de gâteaux ou de l'eau ou des croquettes pour leur chien. En fait, j'ai pris conscience de tout ça en arrivant à l'université à Grenoble en 2010. Et à ce moment-là, je suis un peu perdue dans ce que je veux faire dans mes études. Je suis pas très sûre de vouloir devenir océanographe ou glaciologue. En tout cas, je prends ce chemin-là et je commence à m'engager dans des associations étudiantes et je prends conscience de tout un pan de ma vie et je me rends compte que j'ai besoin à ce moment-là de faire plusieurs choses pour être performante et plutôt brillante dans ce que je fais dans mes études. J'ai pas trouvé tout de suite ce que je veux faire, mais une partie de la réponse est là, une première partie de la réponse est là, c'est de se dire, en fait, j'ai envie d'être engagée dans un projet associatif qui me plaît, et à ce moment-là, je sais pas ce que c'est une association, j'ai 18 ans, et d'un autre sens, j'ai envie d'être engagée dans une filière qui me plaît, même si on me dit que je vais être prof et que j'ai pas envie d'être prof au bout, ou même si on me dit qu'il y aura pas de travail, et ça passe dans un premier temps par l'engagement associatif qui me permet un engagement personnel dans mes études et de dire bah voilà, j'ai plus envie de faire de mathématiques, j'ai plus envie de faire de physique, la glaciologie c'est super cool, mais moi ce que je veux faire vraiment c'est de l'histoire et ça a toujours été ça, et j'ai très peur d'aller vers l'histoire, mais je m'engage dans cette voie parce que j'ai découvert l'univers associatif et qu'en faisant plein de choses différentes, en m'engageant dans le combat syndical universitaire, en fait, je me dis qu'il y a autre chose pour moi et que ça va être compliqué, mais j'ai toujours eu cette petite intuition au fond de moi de me dire ça va être dur, mais t'es quelqu'un qui rebondira toujours, malgré les embûches et malgré les voies sans issue. Donc allons-y. C'est d'abord l'engagement qui m'a trouvée. J'ai décidé de m'engager un jour où, sur la terrasse d'un bâtiment associatif de l'université de Grenoble, on m'a tendu un tract qui disait, grosso modo, que l'espace vie étudiante, qui était en délégation de service public, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque, était mis en danger, et j'ai décidé d'aller à la première réunion d'information. Et puis je suis revenue de semaine en semaine. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'au départ, comme je n'avais pas cette habitude de me concentrer sur un sujet que je ne maîtrisais pas, j'arrivais à rester concentrée un quart d'heure, puis 17 minutes, puis 20 minutes. Et au départ, on est plongé dans un univers où, au fond de nous, en tout cas, moi j'allais à ces réunions en me disant, au fond de moi, j'ai très envie de m'engager parce que je trouve ça important dans la capacité des étudiants à proposer des activités culturelles, à apprendre à gérer un bâtiment qui est un établissement recevant du public, à sans capacité dans du management, à sans capacité dans de la gestion de projet, à proposer aux étudiants d'être libres d'une programmation dans un bâtiment tel que celui-ci, mais au départ, j'arrivais très peu à rester concentrée très longtemps, et je me disais, mais c'est pas possible, t'es conne en fait. Tu ne comprends pas sur le long terme
et peut-être que tu te laisses un peu aller à t'as quitté tes parents il y a un an et puis t'es peut-être en train de te faire un peu endoctriner dans un truc que tu maîtrises pas. Parce que il y a aussi beaucoup de syndicats étudiants qui à ce moment-là sont engagés dans ce combat-là. Et avec ce combat-là, on nous propose forcément de prendre une carte. Et c'était année d'élection étudiante en plus. Donc à partir de ce moment-là, je m'engage dans les élections étudiantes. Et ben, je commence à être en fait... je suis élue en 2012 à la trésorerie de l'association qui gère un bâtiment sur le campus. Et aussi, je suis élue au CEVU, donc au Conseil des études et de la vie universitaire de l'université Joseph Fourier. Sauf qu'à ce moment-là, je suis encore étudiante à l'université Joseph Fourier. Mais mes études qui vont suivre, elles vont plus être à Joseph Fourier. Donc, je ne vais plus être élue étudiante. J'ai été élue, il me semble, en mars et je suis restée jusqu'en juin. Et puis ensuite, j'ai été élue au conseil du FR à l'Arche. J'étais déléguée de la promo. Et puis au conseil du FR à l'Arche, donc qui signifie Arts et Sciences Humaines, où se trouvent les filières de philosophie, d'histoire de l'art et de musicologie. Donc en fait, c'est là où je m'aperçois que j'ai toujours été très tournée vers les autres. Mes copains de lycée m'ont toujours dit « Mais toi, Émilie, tu vas finir par être assistante sociale parce que t'aimes aider les autres. » Mais moi, je savais très bien qu'au fond de moi, je voulais pas ça. Et puis ensuite, je m'engage dans mes études. À côté de ça, je suis trésorière de ce bâtiment, ça me prend énormément de temps. Et puis je fais aussi de l'aide à domicile avec des personnes âgées, ça me plaît extrêmement. Sauf que les conditions de travail sont terribles. C'est-à-dire que on m'envoie chez des personnes pour une demi-heure et j'ai 45 minutes de trajet aller-retour pour cette demi-heure où je suis payée. Donc c'est-à-dire que pour 1 heure et quart de temps pris sur mon emploi du temps, je suis payée une demi-heure. Et puis des prises en charge, alors avec des personnes exceptionnelles, mais des prises en charge assez compliquées parce qu'on n'est pas formé en fait. Et ensuite, je décide de couper mes engagements étudiants qui me prennent énormément de temps et de me recentrer sur moi. Et ce que j'ai envie de faire à ce moment-là, et ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est d'aller vivre dans les pays scandinaves. Et donc, l'université propose un échange Erasmus avec la Suède, pas la Finlande, pas la Norvège, pas l'Islande. Il y a une seule place pour la Suède. Donc là, en fait, il faut être le meilleur. Donc tu travailles à l'université, tu arrives à avoir des lettres de recommandation, tu donnes un dossier béton, j'avais mis une seule destination, c'était là-bas que je voulais partir. Et j'ai pas trop... Alors, du coup, le teaser, c'est moi qui suis retenue pour partir. Et je pars un an en 2014-2015 faire mes études à Uppsala, qui est la ville historique, la capitale historique de la Suède, qui est une université très très réputée notamment en sciences, qui est à 70 km au nord de Stockholm, donc ce qui reste au nord pour nous, mais ce qui est quand même au sud de la Suède pour les Suédois. Il y a très peu d'ensoleillement, j'accroche pas du tout avec l'ambiance Erasmus, et là je me dis, ok Émilie, il faut pas que ce soit du temps de perdu, tu veux faire de la recherche après, et là j'envoie un mail à une enseignante chercheuse de l'université Pierre Mendès France, qui est maintenant intégrée à l'UGA, l'université de Grenoble. Je dis voilà, je veux pas perdre de temps, j'ai très peu de cours, j'avais 8 heures de cours. Est-ce que c'est possible que vous m'encadriez et que je propose un mémoire dans le cadre de cette formation? Et donc je m'engage sur les populations SAM, qu'on appelle en France lapon, mais lap, dans le langage suédois, ça veut dire haillon. Donc en gros, c'est les gens qui sont habillés de tissu déchiré, quoi. Donc c'est hyper dénigrant. Moi, ça m'énerve parce que à chaque fois que je parle des populations SAM, on dit hein, et quand je dis oui, tu sais, celui avec les rennes, et qu'on me répond oui, il est lapon, je dis ben non, en fait. C'est peut-être aussi un point d'engagement. Et voilà. Et quand je reviens, en fait, je découvre l'univers radiophonique et là, c'est un nouveau tournant dans ma vie parce que j'ai l'impression pour la première fois de ma vie de trouver dans le son
que je produis et le son que j'écoute, tout ce qui m'avait toujours manqué pour m'exprimer. Et quand je ferme la porte du studio, que je mets mon casque et que j'entends ma voix au micro, que je prépare mes interviews, le monde pourrait s'effondrer autour de moi. Il n'y aurait pas de problème, quoi. Et c'est une forme de thérapie et d'engagement pour moi, la radio. Et dans mon travail actuel, donc qui est en fait un travail de créatrice sonore, et j'arrive depuis quelques semaines à me dire journaliste radio, alors que je n'ai pas fait d'études en radio ou en journalisme et que c'est quand même pas très bien vu par les rédactions. J'arrive à m'exprimer en tant que journaliste radio parce que j'estime que les écoles de journalisme à l'heure actuelle proposent des formations qui sont un peu sclérosantes dans les manières de faire, qui proposent des cadres un peu trop conventionnels et que moi ça me convient pas. Et pourtant c'est pas parce que j'ai pas fait à mon sens d'école de journalisme que je ne peux pas me revendiquer journaliste si j'en garde la déontologie et que j'en garde la manière de travailler dans le respect et l'écoute que j'apporte aux gens. Et du coup, c'est devenu un engagement à part entière pour moi, la radio. C'est de me dire, ok, il y a un côté thérapeutique et pédagogique. Par exemple, il y a quelques années, j'ai accueilli des personnes en situation de handicap mental, des adultes, et on leur a fait découvrir le studio. On leur a parlé dans le micro avec les casques, ils ont pu parler, et c'était très apaisant pour eux. Je me suis aperçue que la radio pouvait faire partie d'une véritable thérapie. Et puis, en capacité des gens à produire leur propre contenu médiatique, c'est aussi se dire que tout un chacun peut être un journaliste et un citoyen, ou un citoyen et un journaliste, et se dire que, finalement, en gardant les codes et le respect du journalisme tel qu'il doit être, c'est-à-dire le respect des sources, vérifier les sources, et puis penser à son auditeur, alors tout un chacun peut être un journaliste. Alors j'ai rencontré l'univers radiophonique en rentrant de Suède. À ce moment-là, j'ai passé 1 an en Suède, après avoir passé 2 ans d'engagement très fort et très intense. Et je me dis, ok, je sais maintenant que dans ma vie, il faut que je sois engagée pour réussir mes études. Parce que si je fais que ça, en fait, je suis pas très performante. Et puis j'ai vraiment besoin d'avoir un contact autre qu'avec les étudiants sur un banc de fac. C'est-à-dire que je revendique le droit de me servir de mon statut d'étudiante et de l'université pour que ce soit pas qu'un savoir qui me coule dessus, mais quelque chose que je mets en pratique. Et puis je connais à ce moment-là le président de la radio et je lui propose d'allier une passion au son que je ne connais pas encore parce que j'ai pas fait de radio, mais je lui propose de parler de cuisine à la radio. Et il me dit, mais Émilie, ça fait des dizaines d'années que je cherche quelqu'un pour faire une émission de cuisine sur campus. Il y en a eu quelques ponctuelles, mais il n'y a rien eu dans le temps, quoi. Donc vas-y, pousse la porte de la radio, moi j'en parle aux salariés et au comité antenne, et on voit ce qu'on peut faire. Et là, j'ai été accueillie par des gens formidables et extraordinaires. Pour certains que je ne vois plus, pour d'autres avec qui je travaille à l'heure actuelle dans le son, puisqu'on a à peu près le même genre de travail. Et on m'apprend toutes les bases, on me propose de me montrer comment on fait un jingle. Alors au départ, c'est comme l'engagement associatif, je ne comprends absolument rien à ce qu'on me dit. C'est-à-dire que on parle de fader, de potard, on me met devant une mixette, il y a à peu près 50 potards, 20 faders. Il y a chaque tranche est coordonnée avec un son qui sort, mais je comprends pas comment ça marche. Et puis il y a une boîte à gauche où on me dit si tu appuies sur ce bouton, tu es en direct et potentiellement si tu ne parles pas ou si tu n'envoies pas de musique, tout s'effondre parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose à l'antenne. Jamais de blanc. Et là je suis un peu, j'ai des étoiles dans les yeux et en même temps je me dis mais je n'y arriverai jamais, c'est pas possible. Et puis, à force de travail, d'explication, de patience aussi de mes interlocuteurs, il faut bien le dire, et ben je commence à comprendre, à monter mes propres émissions. Alors dans la radio,
on s'engage, à mon sens, en tant que journaliste, à proposer du contenu à des auditeurs qui nous écoutent à un temps donné, puisqu'il y a une grille des programmes, et qu'on ne va pas raconter la même chose, et on ne va pas mettre la même musique à un auditeur à 8h du matin, à midi et à minuit, un vendredi soir. Clairement, il faut penser tout le processus, et le bas blesse quand on pense un peu naïvement, parce qu'on n'a jamais fait de radio, qu'on va arriver dans le studio, on va rien avoir préparé, on va se mettre derrière le micro et tout va couler. En fait, il y a un énorme engagement dans l'écriture et dans comment est-ce qu'on vit et comment est-ce qu'on incarne le sujet qu'on propose. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la bonne radio, à mon avis, sans être engagé. Maintenant que je suis engagée dans la radio et dans la création sonore surtout, je m'engage dans d'autres projets. J'ai laissé ceux que j'avais quand j'étais étudiante parce que j'estime que j'ai plus l'âge et que il y avait à mon époque des gens qui étaient engagés mais qui étaient un peu des vieux cons. Des gens qui revenaient après des années, ils n'étaient pas étudiants depuis 10 ans et ils essayaient d'expliquer à des étudiants comment être engagés et comment il fallait faire. Alors qu'en fait, dans les années 90, c'était pas du tout pareil. Enfin, le monde avait changé entre 2010 et 90, forcément. Et j'ai un peu mal vécu cette espèce d'oppression, ouais, on appelle ça les vieux cons dans l'engagement étudiant. Je sais pas si c'est le terme exact, mais surtout qu'il peut aussi y avoir des vieilles connes. Mais le fait est que j'avais pas envie d'arriver avec mes gros sabots et d'expliquer aux gens comment ça marchait. Donc il y a un certain temps où en fait dans l'engagement, et surtout dans l'engagement étudiant, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir dire en fait c'est plus ma place. Si vous avez un problème, vous pouvez m'appeler. Si vous avez besoin d'une précision historique, si vous avez besoin d'un point juridique, mais on n'est pas là pour se mettre à la place des étudiants puisqu'on n'est plus étudiant. Donc c'est un peu utopique. Mais je suis engagée dans d'autres combats. Alors à une toute petite échelle parce que c'est compliqué d'être freelance et bénévole sur beaucoup de temps à côté. Mais j'aide un groupe de copains à faire de la communication et justement à gérer ce point de vue médiatique et cette médiation avec les publics sur un projet de toilettes sèches, qui est un projet en fait de toilettes sèches urbains, périurbains ou carrément en plein milieu de la campagne, mobiles, pour éviter d'utiliser des énergies fossiles et surtout respectueuses dans l'environnement, qui arriveraient à traiter les déchets organiques, donc l'urine d'un côté et les matières fécales de l'autre, pour les réintégrer dans le sol. Donc ça, c'est par exemple, c'est ce que je peux faire. J'aime bien aussi l'action de Cuisine sans frontières. Je les ai aidés vraiment très ponctuellement et très peu de temps, mais j'aime beaucoup me dire que je vais pas forcément en manif, parce que pour moi, être engagé, c'est pas aller en manif avec un panneau. Pour moi, être engagé, c'est aller discuter avec les gens et, de la même manière, pouvoir changer. Alors, je sais pas si on peut dire changer, c'est un peu utopique, mais pouvoir échanger avec des migrants autour d'un sujet, de les faire avancer, de les aider, mais même si c'est une demi-heure par semaine, plutôt qu'aller scander des slogans dans une manifestation pour faire corps. C'est aussi important, mais moi, ma mission d'engager, je dirais qu'elle se pose plutôt à se dire que on fait du local et de l'échange humain, en fait, avec des personnes. J'ai travaillé avec mon collègue de la radio à l'époque à faire de la radio, donc d'abord un atelier d'écriture radiophonique sur leurs rêves à ces jeunes migrants qu'on avait reçus à la radio, et ensuite on en avait fait une émission de radio. Et on n'a pas changé leur quotidien, on n'a pas fait qu'ils puissent manger, on n'a pas fait qu'ils puissent aller à l'école, on n'a pas fait qu'ils aient un toit, malheureusement. Mais être engagé, c'est aussi pouvoir trouver ses points d'engagement et ses points de compétence et pouvoir les proposer à ceux qui ont envie de les exploiter, en fait.
Et oui, j'ai pas permis à ces gens de manger, j'ai pas permis à ces gens de dormir dans un endroit sec, mais malheureusement en fait, mais j'ai fait ce que je pouvais faire à mon échelle. Et pour moi, à mon échelle, c'est pas d'aller scander des choses dans les manifestations, c'est plutôt de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait au local? Parce que j'ai un temps limité, et je préfère aller faire de la cuisine avec 2 personnes migrantes une fois tous les 2 mois, si j'ai le choix, quoi. Dans les prochains mois et dans les prochaines années, mon engagement, il va se trouver dans mon travail. En fait, je crois que c'est ça un peu la vie. En tout cas pour moi, c'est quand on a trouvé que son travail pouvait aussi être une matière d'engagement. Et pour moi, il y a 2 choses. Il y a le journalisme citoyen, donc cette idée que tout un chacun peut être journaliste sous certaines conditions, soit parce qu'il a décidé de s'auto-former et à sortir un peu des cadres, soit en proposant des formations en fait et des accompagnements personnalisés pour les gens qui aimeraient être des journalistes et pas forcément faire leur métier mais des journalistes bénévoles. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien l'idée d'une radio associative, c'est que chacun pousse la porte, rentre dans la radio, dit bah voilà, j'ai un projet. Alors parfois, on vous avoue, pour avoir été de l'autre côté, que c'est un peu décousu. Mais en fait, on est là en tant que professionnel et en tout cas encadrant de la radio pour vous proposer des solutions afin que ce soit un peu moins décousu. Parce qu'à mon avis, il faut d'abord faire du conventionnel avant d'aller vers des formes un peu plus rigolotes, décalées. Mais en tout cas, oui, j'aime beaucoup l'idée de ces radios associatives, et notamment de ces radios associatives étudiantes, parce qu'elles se portent à un point où en fait on est sur des campus, où on a des chercheurs et des universités dont une des 4 missions, c'est la diffusion des savoirs. C'est-à-dire que comment est-ce que nous, on se porte à ce point de médiation-là? Je pense aussi que il y a un énorme travail de journalisme et de formation au journalisme et à la médiation scientifique à faire, avec les scientifiques, mais aussi avec les pouvoirs publics qui financent les scientifiques, parce que finalement, les scientifiques n'ont pas le temps de faire de la médiation quand ils ont fait leurs recherches. Parfois, ils n'ont pas envie de le faire non plus. Et il y a une urgence climatique à l'heure actuelle, et je pense que le journalisme peut donner sa petite pierre à l'édifice pour essayer d'enrayer un peu l'urgence climatique. C'est que, en fait, à force de vouloir proposer de parler de sujets, de thèses qui ont pris 3 ans en 3 minutes, en 4 minutes, en 10 minutes, en fait, on prend un peu les gens pour des cons, à mon sens, et on leur dit, inconsciemment, t'es pas capable de comprendre. Donc je vais pas t'expliquer ma méthode de travail, parce que je vais te parler en jargon, parce que j'ai pas appris à te parler autrement. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on se retrouve avec des climato-sceptiques au pouvoir de grande puissance. Mais en tout cas, ça c'est mon avis, hein. Mais la problématique actuelle du journalisme et par exemple de l'écologie, c'est ça. Et du changement climatique, c'est ça. C'est de dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour aborder les sujets calmement, dans un jargon, mais avec de la médiation. Et tout le monde est capable de comprendre. Les gens sont pas cons, en fait. C'est ça, c'est de se porter au public et de se dire, ok, on a des auditeurs, il faut qu'on parle du sujet parce que c'est important. Et il y a une énorme défiance de la science, à mon avis, qui vient que, hop, on met tout dans un cube et puis on balance ça et puis c'est facile, quoi. C'est une croquette et hop, ça s'écoute en 3 minutes. Reprendre le temps aussi, c'est important. Ça, c'est un engagement que j'aimerais bien avoir. C'est un truc que j'essaye de faire maintenant. J'ai interviewé Françoise Berthoud, qui est écologue du numérique et qui dit cette chose fabuleuse. Alors, ça va pas nous aider à sortir les enfants des mines de cobalt et de tantale en RDC. On est bien d'accord. Mais à notre échelle, si on vivait dans une plus de simplicité numérique et qu'on arrivait à être militant et être engagé au quotidien auprès de nos familles, de nos amis, dans nos entreprises, pour dire ok, en fait, je vais reprendre un papier et un stylo et cette semaine, je vais pas lire mes mails, je vais pas allumer mon ordi, même si on est d'accord, parce que j'entends déjà les écologistes invétérés, fervents du numérique dire oui, la ressource électrique pour faire tourner nos appareils, elle est minime. C'est tout ce qui est recyclage, c'est tout ce qui est extraction des métaux qui pose un problème.
D'accord. Mais en fait, si on utilise moins nos appareils, on va les garder plus longtemps. Et si on est engagé aussi à demander aux entreprises, si on se porte en cortège citoyen pour demander aux entreprises de faire des appareils qui certes nous coûteront plus cher mais qui durent 10 ans, eh ben c'est aussi comme ça qu'on va enrayer le problème du numérique. Alors pas complètement, on est d'accord, je vous entends, je comprends. Mais en tout cas, c'est aussi reprendre le temps et vivre dans plus de simplicité numérique. Et puis il y a un projet sur la création sonore, en tout cas un engagement que j'ai envie d'avoir sur la création sonore. Sur les radios de service public, il y a très peu de créneaux d'engagement. Et dans nos radios associatives, ce qu'on constate, c'est que c'est un format qui fait peur parce qu'on a l'impression qu'il va falloir beaucoup de technicité, autant dans la prise de son que dans l'écriture que dans le montage. Donc 3 choses qui font une émission de radio et une création en fait. Et c'est de se dire, ok, il existe peu de créations sonores, ou en tout cas le grand public n'en écoute pas beaucoup. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut se porter en cortège aussi, comme le journalisme citoyen de créateurs sonores, parce que, à mon avis, on a besoin d'art dans nos vies. Et j'ai fait une option art plastique quand j'ai passé mon bac. C'était une catastrophe. Et quand j'ai découvert la radio, je me suis aperçue qu'en fait, on m'avait parlé de ce que je pouvais faire avec l'image, avec mes mains, mais on m'a jamais parlé de mes oreilles, quoi. Et en fait, le problème, il était là. Il y a 1 an ou 2, j'ai envoyé un message à mon meilleur pote et je lui ai dit, en fait, ça y est, j'ai trouvé, quoi. Je sais. Et on a tous besoin de la création sonore, à mon avis, pour raconter d'autres trucs. C'est hyper important. Et c'est là que l'éducation aux médias et à l'information, c'est un dispositif qui devrait être beaucoup plus normalisé. Voilà, pour la production de contenu. Donc peut-être 3 engagements. Les 3 engagements futurs que j'aimerais prendre, ils se tournent autour du journalisme, de la création sonore, et aussi un engagement plus personnel, mais qui peut partout infuser comme ça, c'est de reprendre du temps, en fait, et d'accroître des engagements autour de l'humain, parce qu'on est beaucoup sur nos téléphones. Moi, la première, on me dit toujours que si je veux que les gens écoutent mes podcasts et mes émissions, il faut que je sois sur les réseaux sociaux. En vrai, ça m'emmerde, mais il faut le faire. Mais est-ce que le premier engagement, ce serait pas de se dire, je le fais pas finalement ? C'est une question à se poser, à mon avis. Pour moi aussi, le journalisme et la création sonore, il y a quelque chose de très important à travailler pour le futur, et ça peut être un engagement. C'est de se dire que dans le journalisme traditionnel, on utilise trop peu de sons d'ambiance. Et c'est comment est-ce qu'on réapprend à utiliser ces sons d'ambiance pour revenir à la propriété première du son. C'est de vous faire rêver et de vous faire puiser les choses dans votre imagination. C'est-à-dire que pour moi, le son, c'est un peu l'art de l'imaginaire. Et c'est important, à mon avis, à ce qu'on se pose la question en tant que créateur sonore ou en tant que citoyen qui voulons faire du son, peu importe, on n'a pas besoin de gagner sa vie avec ça. C'est juste se dire, ok, on est dans un monde peuplé d'ambiances sonores, et reprendre le temps, c'est aussi fermer les yeux, souvent, et venir se laisser imprégner de ces ambiances sonores. Et c'est, à mon avis, très très important.